et bienvenue à toutes et à tous dans ce webinaire qui vous est présenté par Mano Médical. Donc vous avez un petit onglet conversation ou commentaires dans lequel vous pouvez nous écrire. Donc si vous ne m'entendez pas, merci de nous mettre un petit message. De la même façon, si vous avez des questions au cours du webinaire, vous êtes prié de les taper dans cette zone-là et nous aurons à la fin du webinaire une partie d'un quart d'heure prévue pour répondre aux questions en direct. Et si nous n'avons pas eu le temps de répondre à toutes les questions, je vous afficherai à la fin du webinaire une adresse mail à laquelle vous pouvez les envoyer et nous pourrons y répondre par la suite. Voilà. Donc, bienvenue à tous ceux qui se connectent au fur et à mesure dans ce webinaire. Donc, ce webinaire vous est apporté par Mano Médical, qui est votre partenaire matériel depuis plus de 25 ans dans le domaine de l'imagerie, de la chirurgie, diagnostic, monitoring, soins, bien-être, aménagement et équipement. Alors, visiblement, tout le monde nous entend bien. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui le docteur Antoine Adam, qui est un des pionniers de l'endoscopie et de la chirurgie minimalement invasive vétérinaire en Europe. Il est diplômé de l'École nationale vétérinaire d'Alfort et formé en radiologie interventionnelle et endoscopie au prestigieux Animal Medical Center de New York, où il a consacré depuis plus de 15 ans de son activité clinique au développement et à la diffusion des techniques endoscopiques chez les carnivores domestiques. Donc, convaincu que le savoir se partage, le docteur Adam a cofondé également la European Vet Endoscopy Conference et assure le mentorat de la Veterinary Endoscopic School aux côtés du docteur Alexander Tchernov. Il a participé également à la rédaction d'un ouvrage collectif appelé Laparoscopy and Thoracoscopy in the Dog and Cat et accumule également de nombreuses communications scientifiques consacrées à l'endoscopie digestive, urologique et respiratoire. Il a présenté également plusieurs conférences et animé des cours pratiques lors des congrès ERFVC, WSAVA, VES et Evendoc. Et aujourd'hui, il va nous guider pas à pas depuis la sélection du matériel dans les premières endoscopies que vous pouvez réaliser dans vos cliniques et vous partagera ses astuces pour améliorer la sécurité et optimiser votre courbe d'apprentissage. Juste avant de démarrer, une petite précision supplémentaire. Le replay de ce webinaire sera disponible quelques jours après et vous pourrez recevoir par mail le lien avec le replay. Et vous allez également recevoir un petit questionnaire de satisfaction qui vous permettra de nous donner vos retours et vos suggestions. Voilà, docteur Adam, merci d'être aujourd'hui avec nous. La parole est à vous. Merci Mireille et merci surtout à vous tous qui vous êtes inscrits et qui êtes là pour m'écouter, ça fait plaisir. Est-ce que on voit bien mon écran, Mireille? Oui, tout à fait. Ok, alors encore une fois, merci. Je vois que c'est un sujet qui intéresse et je suis très content parce que moi, c'est un de mes passions depuis maintenant plus de 20 ans. Et je sais que c'est le sujet qui se développe le plus dans les cliniques et les cabinets vétérinaires. Aujourd'hui, l'idée est de vous guider dans les premiers pas, c'est-à-dire que c'est vraiment une présentation pour des ultra débutants. Il n'y a pas besoin d'avoir de connaissances ou d'avoir déjà fait de l'endoscopie. Euh, je ne sais pas si dans le chat ou dans le commentaire, vous pouvez mettre un petit mot. Moi, ça m'intéresserait de savoir après qui a déjà utilisé un endoscope, tenu un endoscope dans les mains pour une application clinique. Si vous pouvez me répondre dans le chat, ça m'intéressera de voir. Mon objectif aujourd'hui, c'est de vous guider pas à pas, hein. Je ne reviens pas sur ce que Mireille a dit dans la présentation. Je vais vous aider à choisir le bon endoscope pour les indications, les applications dont on va parler aujourd'hui. Regardez quels actes, selon moi, peuvent faire les premiers cas cliniques, les premiers actes qu'on peut faire dans une clinique, puis essayer de vous donner 2-3 tips pour éviter de faire des erreurs que j'ai fait moi au début. Pourquoi l'endoscopie? Parce que c'est un des seuls moyens d'imagerie où on peut voir réellement
l'intérieur, les lésions. Ce n'est pas une image construite. Je vous ai mis une radiologie thoracique. Ben voilà ce qu'on voit en endoscopie, le larynx, la trachée, les bronches avec du mucus, des sécrétions. Donc vraiment en endoscopie, on voit. Et en scanner, en IRM, en radiologie, en ultrason, tout ça nous permet de voir l'intérieur aussi, mais avec des images construites. L'endoscopie, non, on voit. On voit. On met une caméra à l'intérieur. C'est vraiment une visite virtuelle de l'intérieur. Maintenant, on a accès à des solutions HD. C'est mini-invasif. Hein. Tout ce dont on va parler aujourd'hui fait moins de 5 mm de diamètre. Et puis, vous allez voir que grâce aux avancées du matériel et grâce à la gamme que vous propose Mano Médical, c'est maintenant assez accessible. Moi, je n'avais jamais pensé pouvoir me payer des tours d'endoscopie quand je suis sorti d'Alfort il y a plus de 30 ans. Ben maintenant, vous allez voir que pour vraiment des sommes modiques, on peut s'équiper en endoscopie avec des dispositifs de qualité. Deux, trois petits points. Je vais assez vite parce que j'ai mis beaucoup de cas cliniques. Puis de toute façon, vous aurez le replay. Parlons un tout petit peu du matériel. Le matériel, c'est du matériel Full HD avec des tablettes de qualité qui fonctionnent sur batterie. Du coup, c'est ultra portable, ça ne prend pas de place. On peut l'installer en 30 secondes, c'est branché. Si j'ai un animal endormi et que je veux voir un truc, je peux le déplacer d'une salle à l'autre. Je peux brancher ça sur un moniteur, une télé classique, si une prise HDMI. Si j'ai déjà une tour d'endoscopie, je peux le brancher sur un moniteur médical. Et tous les endoscopes se branchent sur cette même tablette. Donc une seule tablette fait tout. Je peux enregistrer des images et enregistrer des vidéos. Cette tablette, elle permet, comme vous le voyez, de brancher que ce soit des rigides, des semi-rigides, des flexibles. Et c'est vraiment ultra compatible avec tout. Ces endoscopes rigides de 4 mm, ils ne sont peut-être pas encore au catalogue Mano, mais je sais qu'ils vont le devenir très bientôt. C'est pour ça que j'en parle, puis ça peut être utile. Donc, on a des endoscopes, ce qu'on appelle rigides. Ça veut dire que le bout, l'extrémité, comme vous le voyez, est un tube métallique rigide. Ça ne se plie pas. Avec un diamètre de 4 mm. Oubliez les tailles, mais vous allez comprendre pourquoi je parle des tailles de l'endoscope là. Comprenez que cet endoscope rigide, il fait 4 mm. Il y en a un qui est semi-rigide ou semi-flexible. C'est le seul du marché. Cet instrument n'existe chez aucun autre fournisseur et croyez-moi, j'aurais rêvé de l'avoir depuis longtemps parce que ça permet de combiner quelque chose de rigide, donc d'accéder dans on va le voir, dans le nez, dans l'oreille, faire une cystoscopie, aller dans le larynx, et en même temps de bouger l'extrémité de 90 degrés vers le haut et vers le bas. Et jusque-là, un instrument comme ça n'existait pas. Il y a un canal de travail, il y a un canal pour faire la biopsie, on peut faire du coup de l'irrigation et laisser sortir les fluides. Donc c'est vraiment un instrument ultra intéressant et qui va nous servir dans plein d'indications en médecine vétérinaire. On va y venir. Pour ceux qui ont déjà une petite idée d'endoscopie, ou alors si après vous allez vous renseigner, vous verrez que l'endoscope le plus utilisé sur le marché vétérinaire dans tous les pays, l'endoscope rigide, il vient de chez Storz et il fait 2,7 mm de diamètre. C'est celui-là. Et bien souvent, vous allez vous poser la question, OK, Storz, l'instrument le plus utilisé pour les chiens et les chats, rigide, il fait 2,7 mm. Et nous, là, on va avoir du 4 mm ou du 4,8 mm. Oui, mais. Oui, mais quoi L'endoscope en lui-même, il fait 2,7 mm de diamètre. On ne l'utilise jamais sans mettre cette partie du bas, qu'on appelle la chemise. Et cette partie du bas, elle va évidemment augmenter le diamètre. Et puis, il y a une autre astuce que font les fabricants d'endoscopie qui veulent rendre tout ça compliqué, c'est que des fois, ils parlent de millimètres et des fois, ils parlent de FR pour French. Comment on passe de l'un à l'autre? 1 mm, c'est 3 French. Ce qui veut dire, ce qu'il faut retenir, c'est que l'endoscope le plus utilisé, toutes les personnes qui font de l'endoscopie vétérinaire de façon un petit peu régulière ont cet endoscope-là. Il fait 2,7 mm, d'accord, mais quand on l'utilise jamais en 2,7 mm, on met toujours une chemise qui permet d'avoir un canal de biopsie, qui permet d'envoyer de l'eau, sinon avec l'endoscope tout seul, on n'a pas ça. Et du coup, au final, cet endoscope, il fait 4,8 mm. Ce que propose Mano Médical, c'est un endoscope de 4,5 mm et un endoscope de 4 avec une chemise qui fera aussi 4,8. Donc en fait, les tailles des endoscopes proposés dans la gamme Mano Médical sont exactement
les mêmes tailles, les mêmes longueurs que celles utilisées partout dans les cliniques qui font de l'endoscopie. Il y a aussi dans le catalogue, et après on aura fini avec le matériel, des endoscopes flexibles. Il y en a 4, j'en ai représenté 3 là, de différents diamètres. Il y en a un tout petit qui fait 2,8 mm, donc c'est vraiment quelque chose de très très fin, on va pouvoir aller explorer à peu près tout avec ça. 4 et 5,6 mm. Et puis évidemment, ben, les canaux de travail ont des tailles différentes qui varient en fonction de la taille de l'endoscope lui-même. On va reparler de quand choisir quel endoscope après. Hein. Et comme ça, vous voyez de quelle gamme on parle. Dernière précision, pardon. Aujourd'hui, on ne va pas parler de gastroscopie, de choses digestives, de coloscopie, de duodenoscopie, parce que ces équipements vont venir sur le marché en fin d'année 2025. Donc pour le moment, on se concentre sur à peu près tout, sauf les utilisations digestives de l'endoscope. Quand on fait de l'endoscopie, bah, comme quand on fait de la chire, comme quand on fait du scan ou je ne sais quoi, il faut connaître l'anatomie. Il faut savoir ce qu'on va aller voir, il faut savoir se repérer, il faut savoir naviguer dans un nez. Où est-ce que je suis? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? C'est ultra important. Donc, je vous encourage toutes et tous, évidemment, à jouer avec si vous vous équipez, parce que c'est fun, parce qu'on voit des choses rapidement, parce que si on commence par les bonnes indications, on ne prend pas de risque, mais en même temps, peut-être rouvrir un livre d'anatomie ou vous replonger pour ceux pour lesquels c'est pas ultra frais ou ultra clair dans la tête. Quand on parle de rhinoscopie, moi, quand j'ai commencé il y a longtemps, on faisait toujours sous irrigation d'eau. Ça se fait plus maintenant. Donc c'est pour ça que j'ai barré irrigation dans la diapo. On met plus d'eau dans une rhinoscopie actuellement de nos jours, sauf dans des cas très précis. Et quand on parle de rhinoscopie, ben le nez est un organe fragile, les muqueuses sont fragiles, ça saigne très vite, donc on y va tout doucement, on force pas, et on commence toujours par aller inspecter le bas avant d'aller vers le haut. Est-ce que vous voyez ma souris, Mireille? Vous voyez ma souris ou pas? Oui, 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 on Oui? voit. Ok. Le bas, je parle du plancher. Hein, donc, quand on rentre par le nez, on va voir qu'on peut voir par le nez, on peut aussi aller voir par derrière. Mais quand on rentre par le nez, on peut aller tout explorer et sortir dans le nasopharynx. Donc, on peut faire vraiment tout ce chemin-là. On peut aussi aller explorer au milieu, vers le haut, et dans des cas pathologiques, on peut aller dans les sinus frontaux. Quand je dis commencer par le bas, c'est parce que si on fait saigner, imaginons que je commence par le haut, je provoque des saignements. Qu'est-ce que va faire le sang? C'est du liquide, il va s'accumuler vers le bas, et si je vais voir en bas après, je ne verrai plus rien. Donc autant commencer à aller tout doucement vers le bas, et puis après, gentiment, je remonte les étages. C'est complexe comme anatomie, le nez. Il y a plein on va dire, de volutes, appelons-les comme on veut. Je vous encourage à aller voir les articles du professeur Oechtering de Leipzig. C'est lui qui a le plus travaillé sur le scan et le nez et les tumeurs du nez. Ça, c'est une anatomie de nez normal et ça, c'est une anatomie de brachycéphale où on a des turbines en anglais, des volutes en français aberrantes qui n'existent pas chez un chien normal. Ce qui fait que on comprend que ces animaux-là, en plus d'avoir un nez plus petit, ils ont en plus des volutes qui viennent boucher le passage de l'air. Une raison supplémentaire pour lesquelles ils n'arrivent pas à respirer. Et quand on va voir le nez par derrière, ça c'est un nez normal et ça c'est un nez de certains chiens brachycéphales qui ont aussi des volutes aberrantes qui n'existent pas chez un chien normal. À partir de maintenant, pour à peu près quasi toute la présentation, ça va être des indications cliniques. On a fini la partie un peu théorique et je vais vous montrer des vidéos de ce que je pense que vous pouvez faire et ce par quoi vous pouvez commencer. Toutes les vidéos ne viennent pas de moi, il y en a qui viennent de collègues, beaucoup de collègues espagnols qui ont des vidéos bien plus didactiques que celles que je pouvais avoir moi. Donc j'ai fait un mix entre mes vidéos et des vidéos de collègues espagnols de notre société d'endoscopie. Donc pour aller dans un nez, le premier truc auquel on pense, c'est aller enlever un corps étranger ou aller explorer. J'ai un animal qui d'un coup éternue de façon aiguë. Est-ce qu'il y a un corps étranger? Quel endoscope je vais prendre? Ça va dépendre évidemment de si c'est un chien ou un chat et de la taille de l'animal. Si c'est un chien, j'ai mis 5 kilos pour remettre quelque chose. La conformation de la race est plus importante que le poids.
mais c'est une indication qui est quand même assez juste. Ben, au-delà de 5 kg, je peux utiliser les endoscopes rigides. Normalement, dans un nez, on va avec un endoscope rigide. Donc, je prends le rigide de 4 mm ou le semi-flex qui fait 4 points, j'ai mis 4,5, il fait peut-être 4,8, je ne sais plus. Donc, premier choix, endoscope rigide. Si c'est un tout petit animal, un tout petit chien, un chat, ben, la bonne nouvelle, c'est que j'ai aussi des endoscopes flexibles qui font 2,8 mm et qui iront dans le nez de n'importe quel animal. De n'importe quel animal. Même si vous avez un animal de moins d'1 kg, avec le 2,8 mm, je peux aller dans le nez. Une endoscopie, ça se fait toujours sous anesthésie. Dans toutes les slides, vous verrez anesthésie générale. Voilà, on fait sous anesthésie. On ne fait pas sous une sédation, une tranquillisation, c'est une anesthésie. On ne sait jamais le temps que ça va prendre, on ne sait jamais tout ce que je vais avoir à explorer. Il ne faut pas que l'animal bouge, il ne faut pas que je lui fasse mal. S'il y a des sécrétions dans le nez, ben, autant les aspirer avant. Et puis évidemment, ben, il faut un petit peu de matériel, d'accessoires pour faire des biopsies ou aller retirer des corps étrangers. Il y a quelques slides qui vous montreraient les accessoires que j'utilise et comment on s'en sert après. Ne vous inquiétez pas. Une vidéo d'un exemple d'exploration de nez. Vous voyez qu'il n'y a pas d'eau, donc c'est juste avec de l'air. Et évidemment, on commence par un corps étranger le plus fréquent et le plus classique dans un nez, c'est-à-dire un épillet. Alors des fois, ils sont faciles à trouver, s'ils sont là depuis pas longtemps. Parfois, ils sont compliqués à trouver parce qu'ils peuvent être très profonds, très loin. Ils peuvent être cachés dans plein de sécrétions. Moi, j'entends du bruit. Je ne sais pas s'il y a des gens qui parlent ou... Non, je n'entends rien de mon côté. Ok. Oh, pardon. Excusez-moi. Vous m'entendez toujours, Mireille? Oui, oui, je t'entends toujours, Antoine. C'est peut-être dans la vidéo qu'il y a du bruit. Donc, vous voyez qu'il faut souvent s'y prendre à plusieurs fois parce que le corps étranger, s'il est resté dans le nez, il va des fois se dégrader, il ne va pas partir d'un coup. Donc, un truc à retenir, j'enlève pas juste ce que je vois et puis après je pars, j'y retourne, je vais sûr que j'ai tout enlevé. Des fois, il y a plus qu'un épillet. Je vais explorer la gauche et la droite. Si l'animal est endormi, c'est pas parce que j'ai trouvé un épillet dans la narine gauche qu'il n'y en a pas une dans la narine droite et il y en a peut-être plus qu'un. Donc, le choix des endoscopes est important. Anesthésie, aller explorer. Quand on fait de l'endoscopie, comme quand on fait de la lecture d'imagerie, on doit être systématique, on doit aller tout voir, être sûr qu'on n'a rien oublié. C'est pareil, quand on va enlever un corps étranger, ben, dans un intestin, on doit suivre tous les intestins pour être sûr qu'il n'y en a pas un autre ailleurs. Euh, je change de diapositive. Un corps étranger à la sortie du nez. Donc là, on est en accès par la bouche. On va plier notre endoscope et on va aller chercher ce corps étranger. Donc le corps étranger, on peut le voir par devant, mais je ne vais pas pouvoir le sortir par devant quand il est logé dans le rhinopharynx. Donc c'est important de se dire que si le corps étranger il est derrière, ben, je dois y aller avec un semi-flex ou avec un flexible, dans lequel j'ai pu mettre dans mon semi-flex et dans mon endoscope flexible, il y a un canal de travail dans lequel je peux mettre une pince à biopsie ou une pince à corps étranger pour aller retirer ce qui se trouve dans le nasopharynx. Il faut imaginer qu'il peut y avoir quantité de choses. Chez les chats, c'est vraiment, vraiment, vraiment régulier qu'il y ait des morceaux d'air coincés, des choses comme ça qui les dérangent. Et bizarrement, bah, ça reste là. Ça ne va pas bouger. Et on trouve aussi, si on va explorer systématiquement, souvent des sténoses, c'est-à-dire des inflammations qui font que ce nasopharynx est rétréci. On trouve dans le nez, évidemment, c'est une des autres grosses indications des tumeurs. Donc,
c'est une apparence normale. Juste, je fais une petite pause pour vous dire quelque chose là. Là. Quand vous allez aller dans le nasopharynx, en accès rétro, comme on dit, donc par la bouche, et je reviens voir la sortie du nez, vous allez voir là, en bas sur le plancher, des fois des choses bombées, des bosses, des genres de nodules. Dans la plupart des cas, ce sont des choses non pathologiques. Il ne faut pas tout de suite se dire, attention, là, il y a quelque chose d'anormal, et biopsier ça. Alors, on peut avoir des tumeurs, mais elles sont rarement là. Personnellement, je n'en ai jamais vu. Elles commencent toujours sur la partie nasale, la sortie du nez, et elles s'étendent. Là, c'est souvent des choses inflammatoires ou des choses complètement normales. Donc ça ne sera pas complètement rare. Cette tumeur qui obstrue complètement les voies respiratoires nasales, on va évidemment l'avoir aussi quand on va en accès antérieur, par l'intérieur. Ça va être beaucoup plus facile de l'avoir par derrière. C'est pour ça que ce qu'il faut imaginer, c'est qu'à chaque fois qu'on va dans un nez, à chaque fois, on regarde par devant et par derrière. On doit toujours combiner les deux. Si j'ai le semi-flex, l'endoscope semi-flex, je peux faire les deux avec le même endoscope. L'accès postérieur, donc tel que la vue qu'on voit là, sera quand même toujours plus facile avec un endoscope flexible. Donc, grosso modo, idéalement, si je veux aller faire de la rhinoscopie, je m'équipe avec un semi-flex et avec un flex 2,8 mm, qui est le plus petit, qui est des tailles, qui me permettra d'aller dans des nez de petits animaux et puis aussi d'aller par voie rétrograde, telle que la vue là. C'est certainement les deux endoscopes qui permettent de faire une exploration dans 100% des animaux et dans 100% des cas dans le nez. Un chat, on rentre dans le nez, et là on tombe tout de suite sur quelque chose qui nous interpelle et on se dit c'est pas normal, et ça doit être une tumeur. Alors, quand on voit ça, dans à peu près 100% des cas, c'est une tumeur. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous faites tel qu'à l'écran, là, vous biopsez une petite partie de ce que vous voyez, dans certainement 7 ou 8 cas sur 10, vous n'aurez pas de résultat, parce que vous n'aurez pas biopsié la tumeur. Vous aurez biopsié du tissu inflammatoire qui est au-dessus de la tumeur. Et c'est un cas très spécial dans le nez. Dans le nez, si on veut faire des biopsies, si on voit du tissu tumoral, il faut aller biopsier de façon très profonde. Et de façon générale, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'enlever tout le tissu qu'on voit. C'est-à-dire qu'on y retourne, on enlève avec des pinces à préhension, avec des forceps ou avec des pinces à biopsie, ça va aussi très bien, ou des fois avec une petite canule d'aspiration. Et puis, ça a deux vertus. Un, plus on enlève du matériel qui obstrue le nez, plus on donne du confort à l'animal. Et deux, on va accéder on va dire, un peu comme le pédicule ou le tissu profond, qui lui va nous donner la réponse histologique à c'est ce que c'est une tumeur et surtout quel est le type de tumeur. Ce que je vous dis est ultra important parce que vous ferez ce qu'on a tous fait au début, c'est dire, OK, je prends la tumeur, je prends un petit bout au début, et puis on est embêté parce qu'on n'a pas de résultat histologique et après on ne sait pas quoi faire. Et le professeur Ostering à Leipzig, qui est celui qui a opéré le plus de tumeurs nasales, ben juste le fait de les débulker, on dit en anglais, c'est-à-dire d'enlever beaucoup de tissus, donne un confort important à l'animal, même si après on ne fait pas de traitement de chimio ou de radiothérapie. Et il y a des animaux qui vivent ultra longtemps, juste si on leur enlève leur tumeur, ils arrivent à respirer. Et en fait, souvent ces tumeurs, elles sont locales, et ce qui les embête beaucoup, ben, c'est de ne pas pouvoir respirer. Donc très important, enlever beaucoup de tissus, aller loin, on donne du confort à l'animal et on maximise les risques, les chances, pardon, d'avoir un résultat histologique. Peut-être parfois, quand j'ai commencé à faire l'endoscopie, je n'en avais jamais vu et je pensais que c'est une maladie ultra rare. Et en fait, quand on fait de l'endoscopie, ben, on se rend compte qu'on en voit beaucoup plus souvent qu'on ne croit de l'aspergillose. Quand vous rentrez dans un nez et qu'on a l'impression comme là qu'il y a de la place, je ne sais pas si vous avez remarqué par rapport aux vidéos d'avant, où quand on va avec l'endoscope, on doit se frayer un chemin. Là, on a l'impression, ah super, il y a de la place. Alors, ça peut être un extrêmement grand chien, mais quand il y a de la place comme ça,
c'est presque toujours qu'il y a un processus chronique qui a détruit les volutes ou les cornets nasaux. Et bien souvent, ça sera l'endoscopie. Si on trouve en plus ce qu'on va voir là, c'est-à-dire des plaques un peu blanchâtres, brunâtres, telles que celles qu'on vient de voir passer sur la gauche, et on va en voir d'autres, là déjà visuellement, on est proche de notre diagnostic final. Alors après, évidemment, on va envoyer ça à l'histologie pour être sûr qu'on ne se trompe pas, pour confirmer avant traitement. Mais si vous voyez des images comme ça, encore une fois, j'ai de la place dans le nez, j'ai l'impression que les cornets sont moins développés ou sont rognés ou mangés, et puis que je vois ces petites plaques de débris là, ça peut être des fois frustre, juste comme celle, ah, pardon, vous l'avez vu passer une deuxième fois, ben, je suis certainement en présence d'une aspergillose. On ne va pas rentrer dans le traitement aujourd'hui, vous trouverez ça partout. Cette diapositive est ultra, 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 ultra importante. Je n'ai pas trouvé d'autres images qui le disent mieux que ça. Je vais essayer de le dire avec mes mots. Quand on est dans un nez ou quand on est dans une oreille, on n'utilise jamais, ou quasi jamais, et c'est vraiment 99,9% des cas, pas le canal de travail dans l'endoscope. C'est-à-dire tous les instruments que je vais utiliser, que ce soit des pinces à biopsie, des forceps, je vais les passer à côté de l'endoscope et pas dans l'endoscope. Pourquoi? Parce que je peux utiliser des instruments plus gros, parce que je peux très bien me guider. Si j'ai un instrument rigide et qu'il est à côté de l'endoscope, tel que vous voyez sur l'image du haut, ben, je vais voir le bout de mon instrument avec ma caméra, et du coup, j'avance les deux en même temps, et du coup, ben, j'ai toujours mon endoscope qui est au même endroit que ma pince ou ma biopsie, ou mon forceps, ou ma curette, ou ma canule d'aspiration. Donc en fait, les instruments qu'on utilise en rhinoscopie, par exemple, c'est les mêmes pinces à pillets que vous allez utiliser dans une oreille. Et si je fais une otoscopie, vous allez voir après, je vais utiliser ma même pince à épier que j'utilise en otoscopie classique, par exemple. Évidemment qu'il y a d'autres instruments. Donc retenir cette règle, il faut s'entraîner, il faut jouer un peu. Vous pouvez vous faire à des... On peut s'amuser en dehors d'un animal, mais l'instrument, il est toujours à côté de l'endoscope et pas dans le canal de travail. C'est ultra important parce que ça permet de bien travailler, de prendre des biopsies plus grosses, d'avoir un pince à forceps qui va facilement enlever les corps étrangers. Dans le canal de travail, la seule indication que je vois vraiment, évidemment en cystoscopie, mais on en parlera après, dans une oreille, ça va être... En fait, j'en vois pas. Donc, on peut oublier. Donc, ce que vous voyez là, la pince de travail dans l'endoscope, c'est beau sur les images, mais en fait, on utilise ce type d'instrument et on les passe à côté. Quel autre type d'accessoire on utilise? Encore une fois, on ne parle pas de digestif. J'utilise des filets pour enlever certains corps étrangers, typiquement dans une trachée, dans des bronches. Ça, j'utilise pas trop, ça peut arriver. J'utilise d'autres types de filets ou de tripodes, des forceps, qu'on appelle ça dents de souris, par exemple. Et puis, dans une oreille, je ne sais pas si je peux grandir, mais vous aurez le PDF après, des curettes classiques. On utilise beaucoup, beaucoup des curettes classiques. Et puis, ça, ce que vous ne voyez pas, mais c'est un genre de mini cathéter, de mini aiguille au bout pour faire des myringotomies. On va voir ça après. On passe là dans les oreilles. Pareil, je remets un petit laïus sur l'anatomie. C'est ultra important quand je vais dans une oreille parce que je vais voir des choses que je n'ai jamais vues avec mon otoscope classique. Vraiment, c'est un tout nouvel univers. En otoscopie, on peut aussi aller dans l'oreille moyenne, hein. Il y a l'oreille externe, après le tympan, on a l'oreille moyenne, puis il y a l'oreille interne. Alors l'oreille interne, on n'y va évidemment pas en endoscopie, mais dans l'oreille moyenne, on y va. On peut même faire de la chirurgie endoscopique dans l'oreille moyenne. C'est des choses qui se font. J'ai donné des cours là autour, donc on peut y aller. Donc, ce qu'on va explorer, c'est évidemment toute la partie oreille externe, pour autant qu'il n'y ait pas une sténose complète et qu'on ne puisse pas rentrer. C'est ultra rare. Et puis, on va aller jusqu'au tympan, vérifier que le tympan, il est bien là. Est-ce qu'il est percé? Est-ce que j'ai l'impression qu'il y a des liquides et quelque chose dans l'oreille moyenne? Qu'est-ce que j'utilise pour faire ça? Bah, c'est un petit peu exactement comme dans le nez, en fait. J'utilise principalement un instrument rigide,
parce que je n'ai pas besoin de me déplacer beaucoup en haut, en bas, à gauche, à droite. C'est déjà un petit canal, une oreille. Et dans la plupart des cas, je vais utiliser le rigide. Je pense que c'est celui que je préférerais moi. Ou si j'ai pas de rigide, le semi-flex, il va aussi très bien. Et si vraiment l'animal il est si petit que mon endoscope il va pas dedans, ça peut arriver, ben, je prendrai le flex en 2,8 mm qui me permettra d'aller voir quand même. Contrairement au nez, je vais irriguer, je vais mettre de l'eau, ce qui va me permettre parce que c'est sale une oreille, donc si je mets de l'eau avec un peu de flush, ça va enlever les saletés et je vais petit à petit pouvoir voir. Dans une oreille, il faut souvent rentrer, sortir l'endoscope, le nettoyer pour voir les choses. S'il y a plein de cochonneries, ben, rien ne m'empêche de faire un nettoyage d'oreille, hein, comme je sais faire avant de rentrer mon endoscope. Et puis, je vais utiliser principalement une curette, une petite pince type pince forceps et mon aiguille à méringotomie. Un peu d'anatomie. Euh, le marteau, le tympan, il est transparent, translucide normalement. J'ai ma part stensa du tympan, c'est là que je vais faire ma laryngotomie. Si le tympan est toujours là et que je veux aller prélever des choses dans l'oreille moyenne. Et voilà à quoi ça ressemble, une oreille normale, pas pathologique. Selon les races, il y a plein de poils le long du canal externe, mais quand j'arrive vers le tympan, là, vous voyez, il y a des longs poils. Et ça, ça va être chez tous les chiens. Et du coup, s'il n'y a plus de tympan, des fois, je ne sais pas où je suis. Mais vraiment, vous allez voir. Si vous voyez ces poils, c'est que vous êtes dans la zone du tympan. Et si vous voyez plus de tympan, ben, c'est qu'il n'y a plus de tympan. Parce que ces poils-là sont le repère anatomique. Alors, j'ai un rétrécissement du conduit, mais j'ai surtout tous ces longs poils-là qui vont me dire, là, je suis dans le tympan. Et vous voyez que ben, quand on y va avec un endoscope haute définition, on arrive à voir des choses, on voit même à travers le tympan, l'oreille moyenne, et on voit des choses qu'on n'a jamais vues avant, même avec un endoscope, même avec un otoscope que je mets très très loin sur un animal qui a des oreilles en bonne santé. Alors, évidemment, première indication qui nous vient, c'est je vais aller chercher un corps étranger, donc un épillet dans une oreille. Oui, je le fais déjà avec mon otoscope classique, d'accord. Mais si le cas, il est comme ça, et c'est pas rare, croyez-moi, parce que l'épillet, il est là depuis longtemps, c'est une des sources d'otite chronique, et je vais avoir plein de sécrétions, plein de sécrétions, qu'il va falloir petit à petit que j'enlève avec mon liquide ou avec ma curette. Je vais avec une curette et je les enlève. Et je dois les nettoyer jusqu'au tympan pour regarder si mon tympan il est là ou il n'est pas là. Et là, je vois quelque chose. Est-ce que ce sont... Des fois, on va pas tout de suite savoir si ce sont des poils ou un corps étranger. On essaie, on prend, on tire. Là, en l'occurrence, c'était un petit bout d'épillet. Bah, si je le laisse au fond, avec un otoscope classique, j'ai aucune chance de le voir. Si je le laisse au fond, mon otite, elle va continuer. Là, ça me permet de visualiser, d'enlever les corps étrangers et d'être sûr que le tympan, il est intact et pas intact. Ça va me permettre de choisir qu'est-ce que je donne comme type de traitement après mon intervention. C'est ultra important, à chaque fois que je fais une otoscopie, d'aller voir les deux oreilles, d'aller vérifier l'intégrité des tympans. Matériel, j'y reviens pas, c'est ce qu'on a dit avant pour toutes les otoscopies. Comment je fais une myringotomie? Ben, je passe mon aiguille, et souvent je prends une aiguille rigide, alors selon la taille, je peux même utiliser un cathéter, normal. Souvent, il y a des aiguilles qui existent qui sont un peu plus longues, et c'est vraiment l'endroit où je vais aller percer, le tympan. Si le tympan il cicatrise, c'est un organe qui cicatrise, et s'il y a une raison où j'ai vu sur un scan qu'il y avait une otite moyenne, je dois aller faire un prélèvement, ou parce que je vois à mon otoscopie que le tympan il est plus translucide, il est bombé et que j'ai du liquide derrière, ou je ne sais quoi, ben, il faut aller chercher ce liquide, faire une aspiration pour faire une culture, parce que les germes que je vais trouver au fond de l'oreille, près du tympan, ne sont pas les germes que je vais trouver dans le conduit externe. Et du coup, mon traitement, il va être influencé par ça. En plus de, s'il y a vraiment beaucoup de liquide, comme vous allez voir dans le cas d'après, dans l'oreille moyenne, c'est ultra inconfortable pour l'animal.
Quand on parle de brachycéphale, c'est vraiment pas rare d'avoir ça. Bulldog, Cavalier King Charles, tout un tas d'autres, c'est vraiment pas rare d'avoir ça. Alors tous ces cas-là ne sont pas pathologiques. C'est assez compliqué de savoir, beaucoup ont des oreilles moyennes qui sont engorgées de liquide au scan. C'est pas toujours pathologique, mais il y a des cas qui le sont. Et du coup, bah, quand vous faites une méryngotomie comme ça et que c'est sous pression dans l'oreille moyenne, ce qui va sortir, c'est ou du liquide, ou du pus, ou assez souvent ce liquide un peu gluant. Et il va falloir du coup l'aspirer, et puis après on peut aller avec une petite canule dans l'oreille moyenne, rincer, jusqu'à ce qu'on pense qu'on ait enlevé tout ça. Évidemment, encore une fois, on fait toujours en tout cas une bactériologie ou une cytologie si on a un doute. Et quand on rince, c'est le liquide qu'on utilise dans l'oreille, on prend du liquide tiède, hein, chauffé, physiologique, c'est important pour le confort de l'animal. Passons à des voies respiratoires supérieures. Enfin, pas supérieures, on va un petit peu plus loin dans les voies respiratoires. Pareil, connaître son anatomie. Je travaille avec une border en médecine interne. Elle a raison, un caca nerveux quand on ne va pas visiter toutes les bronches, dans tous les cas. Et puis, les bonnes pratiques veulent que si on va dans un poumon, on fait un prélèvement, c'est-à-dire qu'on fait un lavage pour savoir ce qu'il y a, cytologiquement parlant ou microbiologiquement parlant. Donc, choix du matériel. Comment je vais voir des bronches? On va voir en fonction des cas cliniques. Premier truc, je vais aller voir mon larynx. Il y a des pathologies, hein. Il y a des collapses du larynx, il y a des choses, il y a parfois des tumeurs, c'est assez rare que ça peut arriver. Il y a des éversions, mais il y a souvent chez des chiens de grande taille un peu âgés des paralysies du larynx. Et comment je vais voir un larynx? Là, je peux y aller avec ce que je veux. Je vais avec un rigide, un semi-flex, un flex, peu importe. C'est tout de suite accessible. Je n'ai pas d'histoire de taille. Je peux prendre un tout petit. Si c'est évidemment un chat, je ne vais pas prendre le plus gros des endoscopes, mais grosso modo, avec un petit ou un rigide, vous allez y aller. L'animal est anesthésié, il n'est pas encore intubé, c'est important. Dans ce cas-là, bah, on voit très bien. Alors, il faut qu'il y ait quelqu'un à l'extérieur qui nous dit l'animal respire, comme ça on peut regarder si les mouvements sont synchrones avec la respiration. Des fois, on injecte du dopram pour stimuler un peu ces mouvements. Et là, on voit très bien qu'on a une paralysie unilatérale. Et cerise sur le gâteau dans cet animal-là, si on descend, là on est dans l'ésophage. Alors vous allez me dire, ok, c'est du digestif. Dans l'ésophage, je peux y aller. Il n'y a pas besoin d'un autre endoscope. Je peux aller avec mes endoscopes flex. L'ésophage, si j'ai une cavité dilatée comme ça, si je vois quelque chose, normalement un ésophage, il n'y a pas de cavité. La cavité, elle est virtuelle, donc tout est serré. Si j'ai une cavité comme ça, c'est que j'ai un méga-ésophage. Et le diagnostic de méga-ésophage, les gold standards dit qu'un diagnostic de méga-ésophage peut avoir des suspicions à l'imagerie, mais j'y vais en endoscopie. Donc c'était un cas où il y avait une paralysie laryngée unilatérale et un méga-ésophage. Encore une fois, si vous avez une suspicion qu'il y a quelque chose dans l'ésophage, un corps étranger, je ne sais quoi, avec le matériel dont on parle là, avec les endoscopes flex, en fonction de la taille du chien ou du chat, n'importe quel endoscope flex, vous pouvez aller dans l'ésophage et voir des choses. Pour aller dans la trachée, on oublie les endoscopes rigides ou semi-flex. Dès qu'on passe le larynx, on va avoir besoin d'endoscope flex. Le plus petit, le mieux, parce que ça laisse de la place à côté de l'endoscope pour qu'il y ait encore un échange gazeux, que l'animal puisse respirer. Évidemment, ben, ça se fait sans intubation. Alors, il y a des cas où on peut passer dans le tube, si c'est un grand animal, un tube, mais souvent, on intube. Quand l'animal est stable et bien oxygéné, on doit toujours avoir une surveillance respiratoire, une SPO2. Donc, on intube l'animal, il est stable, il ventile bien, sa SPO2 au max. On désintube, on va très rapidement faire ce qu'on a à faire et on réintube avec une surveillance constante des paramètres d'oxygénation. On peut aussi passer un peu d'oxygène à travers le canal de travail de l'endoscope, ce qui amène un peu d'oxygène au bout de notre endoscope. Et là, on a un joli collapsus trachéal. Et on voit que ce n'est pas sur toute la longueur de la trachée, puisque là, je ne suis pas encore à la carina, je suis peut-être à mi-chemin de la trachée, et mon collapsus, il s'arrête un peu plus bas.
Donc voilà un des types de collapsus trachéal qu'on voit très bien à l'endoscopie. Alors, on l'a certainement déjà une suspicion clinique, on a très certainement déjà peut-être radiologiquement vu quelque chose, mais si je veux le confirmer, voir à quel point c'est grave, le grade, c'est quelque chose qui doit être dynamique, c'est pas quelque chose de statique. Donc la radio et le scan ne vont pas me donner d'informations sur comment ça se passe de façon dynamique quand l'animal respire, jusqu'où ça va, quelle est la gravité. On trouve parfois, c'est rare, mais on trouve parfois des corps étrangers. Donc là, je suis à la fin de la trachée, cette division, ce qu'on appelle la carina, et là, ben, l'animal avait inhalé quelque chose qui devait le gêner. On voit que c'est rouge, il y a des sécrétions. Pour aller prendre ça, là, le lasso peut être intéressant, ou bien le panier que je vous ai montré. Et pour le coup, si on est dans les bronches, on va passer ces instruments dans le canal de travail de l'endoscope. Donc, dans les oreilles, dans le nez, on passe à côté du canal de travail de l'endoscope. Quand on est dans les bronches, les instruments qu'on va passer, on va les passer dans le canal de travail de l'endoscope. Et encore une fois, j'insiste, anesthésie, surveillance de l'oxygénation de l'animal, et je vais faire une exploration systématique. Je vais voir toutes les bronches, tous les lobes. Il y a des bronches pour lesquelles je dois revenir en arrière. Et c'est pas parce qu'il y a une pathologie qu'il n'y en aura pas une deuxième, ou un corps étranger qu'il n'y en a pas encore un autre. Donc quand je vais enlever celui-là, j'y retourne et je vais voir un peu plus loin. Et vous serez surpris, avec le matériel à disposition maintenant, le tout petit 2,8 mm, de la profondeur à laquelle on peut aller dans des bronches ou dans des bronchioles de nos chiens et de nos chats. Bronchomalacie, c'est quelque chose personnellement à mon époque je n'avais pas trop entendu parler avant de faire l'endoscopie, et c'est pas si rare. Et ça se voit pas du tout à l'imagerie. Et ça, c'est uniquement dynamique. Donc là, radio, scan, aucune chance que vous voyez ça. Et par contre, ça a des graves répercussions cliniques. Donc là, on est à la bifurcation des bronches, la carina, et on voit sur la gauche de l'image que quand l'animal respire, ma bronche, bah, elle n'existe plus. J'ai en fait une sténose dynamique, alors qu'à droite, on voit que ça reste ouvert. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une bronchomalacie. Donc une maladie du cartilage qui fait que la bronche s'affaisse sous l'effort de la respiration, de l'inspiration. Ça peut être à ce stade-là, ça peut être plus loin. Et on peut bien imaginer que l'animal qui a ça, bah, on voit bien que là, tout se touche. Virtuellement, il n'y a plus de, il y a plus de, il y a plus d'échange gazeux qui peut se faire. Donc, ça provoque ben, de la toux, de l'inconfort respiratoire, des pathologies inflammatoires, microbiennes, infectieuses. Ça, sans endoscope, on ne le verra jamais. Si vous équipez avec ce matériel, vous le verrez ultra bien. Un petit mot sur un lavage broncho-alvéolaire, puisque c'est ce que je devrais faire à chaque fois que je vais dans des poumons. Il y a plein de techniques, on peut le faire à l'aveugle avec une sonde, envoyer de l'eau. La meilleure technique, c'est de le faire évidemment avec l'endoscope. Nous, à la clinique, on envoie de l'eau dans le canal de travail de l'endoscope, sous contrôle, on va le plus loin possible, là où la lésion. On envoie de l'eau stérile, hein, évidemment, du liquide stérile, du NaCl stérile. Et puis, il y a un assistant qui prend une grosse seringue de 50, vraiment une grosse seringue, et qui va aspirer en tirant sec, 2-3 coups comme ça. Je ne sais pas si vous voyez mes mains ou pas, mais en fait, il faut tirer sec, et en tirant sec, on va pouvoir récupérer. L'idéal, c'est de récupérer au moins 50% du liquide que j'ai envoyé. Alors, ça fait toujours peur au début, c'est pour ça que l'animal doit être bien oxygéné avant que j'y aille. Et puis là, vous allez voir que sous l'aspiration, ben, on va récupérer du liquide et ça va faire des bulles, ça va faire de la mousse. Ces bulles, c'est quand je récupère, quand j'aspire le liquide. Tout de suite, ce liquide, il doit normalement être mis dans une centrifugeuse exprès pour qu'on puisse faire une cytologie. Sinon, les cellules, elles sont ultra fragiles et puis elles se détériorent très vite. Donc la cytologie sur un lavage broncho-alvéolaire est ultra importante. On fait plus une cytologie qu'une bactério. Alors souvent on fait les deux, mais la cytologie est ultra importante. Et le liquide qu'on va récupérer, vous voyez, c'est une grosse seringue de 50 ou de 60 qu'on branche sur le canal de travail et on récupère un liquide un petit peu mousseux comme ça.
J'avance vite parce que je vois l'heure qui passe. Une petite image d'un animal qui a fait une fausse route, une aspiration. Voilà à quoi ça peut ressembler dedans. Donc on va avoir du liquide un petit peu partout, du liquide sale, ce qui n'est pas du tout normal dans des poumons. Alors, est-ce qu'il faut aller après chaque fausse route dans des poumons pour faire un lavage? Je ne sais pas ce que je dis, mais c'est à ça que ça ressemble. Pour finir, passons aux voies urinaires, parce que ce matériel ultra polyvalent permet vraiment de tout faire. Et du coup, vous allez pouvoir aller explorer les vessies d'un tout petit animal jusqu'à un très grand animal, et même des mâles pour lesquels il faut passer l'os pénien et la courbure prostatique. On va avoir accès à ça. Alors évidemment, hein, la différence, c'est est-ce que c'est un mâle ou une femelle. Si c'est une femelle, je prends à peu près toujours un endoscope rigide. C'est normalement ce que je prends. Avant d'avoir un endoflex, ben, on prenait l'endoscope rigide de chez Storz. Maintenant, ben, je prends un endoflex parce que c'est vachement mieux. Quand je suis dans la vessie, je peux bouger le bout de mon endoscope et aller voir. Et puis, si c'est un mâle, ben, je vais prendre un endoscope flexible. Le 2.8, il permet d'aller dans à peu près toutes les tailles. Je pense qu'avec le 2.8, vous pouvez aller même déjà chez un animal qui fait 3 kg ou 4 kg. On peut aller faire une cystoscopie. Pareil, connaître son anatomie, toujours aller vérifier partout. La cystoscopie, c'est pas si simple. C'est pas la première chose avec laquelle on peut commencer. Mais pour ceux qui sont un petit peu plus confiants, et une fois que vous avez déjà le maniement des endoscopes, ben, ça, c'est à quoi ça ressemble quand on va dans une vessie normale. Une des jonctions rétrovésicales. L'autre doit être au même niveau sur la gauche. Donc là, on voit un jet d'urine qui arrive des reins. Et puis si je vais sur la gauche, je vais certainement voir, je ne sais plus dans ma vidéo, mais je vais certainement chercher et voir l'autre jonction. Il faut toujours les trouver les deux, qui sont peu après le col. Voilà la deuxième, là, sur la gauche. Et si j'ai de la chance, ben, je vais observer un jet aussi urinaire qui arrive. Là, je vois que ces deux jonctions rétrovésicales, elles sont bien dans la vessie. L'abouchement se fait dans la vessie. J'ai passé le col de la vessie, donc ça veut dire que j'ai pas ce qu'on appelle du ctère ectopique. Là, je suis au niveau du col de la vessie. Et l'urètre, on le voit normalement quand on s'en va, c'est-à-dire comme là. À l'aller, on ne le voit pas bien. Par contre, quand on s'en va, vous voyez, on va tout doucement. On prend des images, on prend des photos, beaucoup de photos en endoscopie, et ça me permet de voir l'urètre, de regarder, est-ce que j'ai des lésions? Est-ce que j'ai une sténose? Est-ce que ça me semble trop court, trop long? Et là, j'arrive dans le vestibule et je vais sortir. Donc ça, c'est une vue normale d'une cystoscopie. C'était évidemment une femelle. À quoi ça ressemble quand c'est un urtère ectopique? Ben, vous allez voir. Il y a plein de configurations. Ça peut être des deux côtés, ça peut arriver très très loin dans l'urètre, ça peut arriver tout près du trigone, ça peut arriver vraiment partout. Ce qui est important, c'est de se repérer où est mon trigone, où est mon col de la vessie. Est-ce que je vois des urtères? Alors, ce que vous voyez en haut là, ce n'est pas des urtères ectopiques. Là, on est sur un mâle. C'est les ouvertures des canaux prostatiques. Là, ce que je vois sur la droite, c'est une ouverture de l'urtère, une jonction urétérale, pardon. Et puis, ben, visiblement, il est ou au niveau ou juste après mon col vésical. Donc là, j'avais un urtère ectopique chez cet animal. Et puis, ben, certainement qu'il y en a un de l'autre côté, là, vous voyez, aussi. Donc ça ressemble à ça, un urtère ectopique. Et après, l'étape d'après, ça peut se traiter sous endoscopie, sous endoscopie avec du laser, sans forcément faire la chirurgie, selon les cas. À quoi ça ressemble des polypes et des calculs? Parce qu'effectivement, une des indications de faire de la cystoscopie, bah, c'est des cystites chroniques qui traînent. Aller prendre des biopsies pour voir si les germes que je retrouve dans la muqueuse ne sont pas les mêmes germes que j'ai dans les urines. Est-ce que j'ai des calculs? Parce qu'il y a des calculs microscopiques que je ne verrai pas. Ces polypes-là, s'ils sont très gros, vous allez voir un cas après, on les voit à l'échographie. S'ils sont petits, je ne les vois pas à l'échographie. Et même s'ils sont la conséquence d'une inflammation chronique, ils sont aussi la cause pour faire durer ma cystite. Je vois bien que ma muqueuse, là, elle est pathologique. Et je vois des petits calculs. Et là, ben, on a beau être très très fort en échographie, on voit plein de choses.
Ça ne remplace pas une endoscopie pour aller voir ce qui se passe dedans, à quel point ma muqueuse elle est vraiment abîmée, à quel point il y a des polypes, des calculs, plein de petits calculs, des choses comme ça. Un truc ultra important, ne mettez pas trop de liquide dans la vessie, parce que si je la surgonfle comme un ballon, ça fait beaucoup de dégâts. Je me dépêche. Un autre cas où je vois évidemment des calculs, des polypes, pardon, que là je vois très bien l'échographie. Et ça ressemble à ça. Je trouve ces images très très belles. Et je peux aller, si on se dépêche, je peux aller via mon endoscope avec un laser à diode, si j'ai la chance d'avoir un, pour les enlever. Ça sert aussi à ça l'endoscopie. Je pense que c'est la dernière chose. Les femelles, elles ont parfois des persistances de bandes vaginales. Donc, c'est des espèces de tendons, de fibres qui viennent du haut vers le bas dans le vestibule et qui vont évidemment des fois poser des problèmes d'inconfort. Pour la reproduction, ben, évidemment, c'est ultra important de le savoir pour la mise bas. Je ne suis pas complètement certain de l'incidence clinique sur des cystoscopies, mais quand on découvre ça, alors ceux qui font de la reproduction, ils vont toujours voir ça avant. Et sinon, ben, on peut aussi, avec le laser, aller les découper. Aussi simplement que ça. 48 minutes. Quelques précautions techniques. Vos endoscopes, un endoscope, ça se rince. Alors même si on parle d'endoscopes là, de matériels qui sont en humaine à usage unique, vous verrez que la qualité est telle que vous allez pouvoir les réutiliser jusqu'à une dizaine de fois facilement. Pour les réutiliser, il faut les entretenir, il faut en prendre soin. Pour en prendre soin, ça veut dire que tout de suite, je le rince et tout de suite, je vais tremper mon endoscope dans des liquides de désinfection, on ne parle pas de stérilisation, qui me permettent d'enlever les saletés, les protéines coagulées, d'éviter que ça fasse des plaques et des choses que je ne vais pas revoir après. C'est ultra important de le faire tout de suite. Évidemment, il n'y a aucun endoscope flexible qui va dans un autoclave, donc on n'essaie pas. Vous verrez aussi avec Mano Médical qu'il distribue un matériel qui est certifié, qui peut stériliser des instruments à température ambiante. Donc, ces endoscopes peuvent être stérilisés dans du matériel, dans une stérilisatrice distribuée par Mano Médical, ce qui fait qu'après chaque utilisation, si j'ai envie, même si je le réutilise 10 fois, je peux avoir un endoscope stérile. Ça a été testé, j'ai fait des publications dans des laboratoires. Donc, on peut vraiment stériliser. On n'avance pas nos pinces quand on fait en bronchoscopie ou en cystoscopie dans un canal de travail. Évidemment, la pince, elle doit toujours être fermée. Sinon, je vais, excusez-moi du mot, mais flinguer mon endoscope. Donc, la pince, je m'assure quand je l'introduis qu'elle soit fermée. L'assistant qui manipule la pince, je lui dis tu bouges pas et tu ne l'ouvres que quand je te dis d'ouvrir et je l'ouvre que quand je vois le bout de ma pince, c'est-à-dire qu'elle est sortie du canal de travail. Et si j'ai fléchi mon endoscope pour aller voir une courbure, je n'avance pas ma pince quand l'endoscope est fléchi parce que je veux aussi le casser. Si je veux avancer plus ma pince, je vais défléchir un peu l'endoscope. Donc je le mets tout droit, j'avance ou je retire ma pince. Et puis ben, je réfléchis mon endoscope après coup. Si j'ai pris quelque chose dans ma pince, évidemment, un corps étranger, je ne sais quoi, je ne vais pas essayer de le passer dans le canal de travail, je retire la pince et l'endoscope en même temps. Des limites pour protéger l'animal, hein, connaître l'anatomie, explorer tous les cas, parce que sinon je n'ai pas fait l'intégralité de mon travail comme il se doit. Tout ce qui est chronique, si on parle de nez, ben, nous on combine toujours un scan avec une rhinoscopie, parce que la rhinoscopie nous donne accès aux muqueuses à l'intérieur, et c'est des fois ça se passe en dehors du nez, donc scan plus rhinoscopie sur les cas chroniques. Tumeur nasale, on en a parlé tout à l'heure, bien aller biopsier la base de cette tumeur. Cystoscopie, vous verrez, c'est pas facile. Il faut des fois lever la main, baisser la main. C'est pas tout droit pour aller dans une vessie. Donc il faut des fois bouger le poignet du haut vers le bas. Vous verrez que c'est important. Toujours mesurer la SpO2. Tout ça, on a dit. Vite fait, 2-3 chiffres. Je ne suis pas sûr des prix, évidemment, hein, j'ai mis des choses au hasard, c'est peut-être pas 350, mais ça doit être à peu près ça, le prix d'un endoscope flexible dans la gamme Mano Médical. Ben, on voit que si je fais
des petites interventions en une ou deux ou trois procédures max, mon endoscope, il est remboursé. Donc en fait, le fait d'acheter un endoscope, vu le prix de l'équipement de nos jours, je suis quasi sûr que si j'en fais au moins une, voire deux, j'ai déjà remboursé mes frais. Et puis tout ce que je vais faire en plus, ça va être bénéf et ça va être des bénéfices pour moi. D'autres avantages, ces endoscopes, quand ils vous sont livrés, ils sont stériles. Jusque-là, moi, j'avais jamais d'endoscope stérile pour aller dans une vessie, un animal qui avait une cystite chronique avec des germes ultra résistants ou faire un lavage. Ben, on nettoyait au mieux, on faisait de la haute désinfection. Là, on peut avoir des endoscopes stériles. Donc, si je veux aller dans un patient et être sûr qu'après, je ne vais pas dans un autre patient avec le même endoscope ou que je veux faire un prélèvement ultra précis, et j'ai mon endoscope, il peut être stérile. Ou parce que je viens de l'acheter, ou parce que je peux le stériliser même dans une machine. C'est ultra prêt à l'emploi. Vous verrez qu'en 30 secondes, ma machine elle est allumée, j'ai mon endoscope. Puis si je veux le mettre sur une télé, ça se reconnaît tout de suite. Avec ce matériel-là, pas avec tous les matériels. Et puis ben, vous verrez que si vous arrivez à montrer des images de l'intérieur de l'animal, hein, du nez, de l'oreille, de ce que vous voulez au patient, ça change tout. Ça change tout pour leur faire comprendre ce qu'il y a, pour valoriser votre travail, pour le facturer. Nous, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on utilise sur la facture, on met une ligne utilisation de l'endoscope. Alors, je ne mets pas 350 euros, mais je vais peut-être mettre 50 ou 60 euros, ce qui fait qu'en plus, bah, à chaque fois que je l'utilise, je vais le facturer sur la facture et c'est transparent. C'est les dernières diapositives, juste pour vous montrer que ça, c'est la gamme du fournisseur. Il y a une partie en bas à gauche qui met gastroscopie. Moi, j'ai vu ces endoscopes, j'ai déjà pu les tester. Donc, d'ici la fin de l'année, si vous vous équipez déjà, vous pouvez faire tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Vous pourrez faire la gastroscopie qui ira sur la même tablette. Ça, c'est la machine qui fait la stérilisation. On n'a pas besoin de le savoir, mais on peut stériliser tout ce qu'on veut dedans. Et avec Mano Médical, on vous proposera d'ici la fin de l'été des cours pour aller se former en endoscopie à Nancy, qui est un organisme ultra bien équipé pour faire l'endoscopie virtuelle, pour faire des endoscopies avec des modèles imprimés. Et ils ont une boîte qui est certifiée pour aller s'amuser à prendre des biopsies et passer des instruments. Je pense sincèrement ce que j'ai écrit là, c'est qu'on est en train de vivre une révolution technologique dans l'endoscopie. Croyez-moi, jusqu'à il y a un an ou deux, bah, il fallait s'équiper, ça coûtait ultra cher, endoscope fragile, et du coup, un cabinet normal ne pouvait pas passer le pas et s'équiper. Il y avait beaucoup de frustration. De nos jours, c'est plus le cas. On peut s'équiper avec un matériel de la même qualité, les mêmes images, pour des sommes ultra modiques. Et du coup, ça ouvre des portes à développer l'endoscopie dans à peu près chaque cabinet. Merci de m'avoir écouté. Fin du diaporama et j'arrête de partager mon écran. On n'a plus 15 minutes pour les questions. Je suis désolé, mais je voulais vous présenter ces cas cliniques. Ça me semblait intéressant. Et puis, on peut en prendre quelques-unes volontiers. Et toutes les autres, je me propose de vous répondre par email après. Voilà, donc merci beaucoup Antoine Adam pour cette présentation qui était très claire et très bien illustrée. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les taper dans la zone chat et on va les prendre au fur et à mesure. Donc attendez, je passe sur la diapo suivante. Donc si vous avez des questions d'ordre pratique sur le matériel, vous pouvez contacter Mano Médical à l'adresse mail contact@manomedical.com. Et de même, si vous avez des questions que nous n'aurons pas le temps d'aborder aujourd'hui, vous pouvez les envoyer à cette adresse et nous y répondrons en différé. Euh, alors, Antoine, j'ai une première petite question. C'est existe-t-il des conditions cliniques qui présentent une contre-indication formelle à une endoscopie? C'est typiquement quelque chose relatif à l'état de... En fait, la première qui me vient, c'est si on ne peut pas faire d'anesthésie générale, un animal qui n'est pas stable, sur lequel je ne peux pas faire une anesthésie générale. Je ne vais jamais faire une endoscopie sans anesthésie générale, y compris pour une oreille. Donc, celle qui couvre toutes les conditions cliniques, c'est j'ai un animal qui ne permet pas d'être anesthésié. Je ne vais pas aller mettre un endoscope dans cet animal. Je risque de ne pas faire voir ce que je veux, je risque de lui faire du mal. Et après, sinon, bah, c'est pathologie par pathologie. Dans le nez, dans une oreille, non, j'en vois pas.
Dans les bronches, oui, il peut y avoir des cas où même si je peux l'anesthésier, si je vois que sa saturation est vraiment critique, ben, je vais pas aller jouer avec un endoscope sur un animal qui est pas stable. En tout cas, au niveau de la saturation, ouais. Et pour compléter, au niveau urinaire, non, je n'en vois pas parce que l'endoscope permet de traiter tout un tas de pathologies, donc je vois pas de contre-indication. Par contre, ben, faire attention, infection chronique et germes multirésistants, c'est vraiment pas rare, c'est vraiment pas si rare. Stérilité du matériel, être sûr que je vais pas passer le germe d'un animal à l'autre. Donc là, pour le coup, l'équipement est ultra safe pour ça. Mhm. Merci beaucoup. Et j'en ai une autre. C'est parmi les tailles que nous avons évoquées. Donc, vous avez beaucoup parlé de celui qui est le plus fin, qui fait 2,8 mm de diamètre. Et dans certains cas, on voudrait plutôt utiliser des endoscopes plus larges. Alors en fait, oui, mais assez rarement. Le 2.8, il a l'avantage d'être ultra polyvalent, je peux utiliser partout. Donc pour moi, s'il y en a un que je dois avoir, c'est le semi-flex et le 2.8. Comme ça, j'ai un équipement de base. Évidemment que j'aurais besoin d'un peu plus, mais déjà, si j'ai ça, je peux faire beaucoup. Quand je vais dans des bronches, j'ai pas besoin de mettre le plus grand possible, j'ai plutôt besoin d'avoir le plus petit possible pour voir. Sauf si, sauf si je veux aller enlever un corps étranger, sauf si je veux passer un instrument dans mon canal de travail qui a un certain diamètre. Plus l'endoscope sera grand, plus le canal de travail va être grand, et plus je pourrai passer un instrument, une pince à biopsie, un filet qui sera grand. Dans le tout petit, je vais mettre des tout petits instruments et je n'aurai pas beaucoup de force pour enlever des corps étrangers, par exemple. Donc la raison majeure pour utiliser des plus grands, ça va être si j'ai besoin d'utiliser des accessoires d'un diamètre un petit peu supérieur, et du coup là, je vais utiliser un endoscope un peu plus grand. Encore une fois, là, on ne parle absolument pas de tout ce qui est digestif, hein. Merci beaucoup. Et j'ai une autre question, c'est en voie rétrograde rhinopharynx, on passe les instruments également dans le canal de travail de l'endoscope. La réponse est oui, dans presque tous les cas. Parfois, c'est pas ultra simple, parce que quand l'endoscope est complètement plié comme ça, c'est difficile de bouger ma pince en avant, en arrière. Et des fois, je le passe à côté et je me guide avec le doigt pour le passer à côté. Et du coup, je bouge avec le doigt, c'est-à-dire quand je peux mettre le doigt dans la bouche de l'animal. Mais la réponse est oui. Si on veut faire une réponse simple, oui, je passe dans le canal de travail de mon endoscope. Le semi-flex, il a un canal de travail dans lequel je peux passer déjà pas mal d'instruments. Et tous les flex, ils ont un canal de travail. Donc, je peux utiliser le semi-flex ou les flex, oui. Merci Et beaucoup. c'est typiquement un cas où si l'endoscope il est complètement fléchi, je ne vais pas essayer de pousser mon instrument qui est dans le canal, je vais défléchir un peu, même si je perds l'image, je pousse ou j'avance mon instrument et je réfléchis mon endoscope. Parce que s'il est complètement fléchi, je peux toujours pousser, je vais aller abîmer l'endoscope. Ça ne va pas bien coulisser. D'accord, merci beaucoup. Alors, j'ai une autre question. Qu'utilisez-vous pour stériliser vos endoscopes? J'ai aperçu Sterilux. Avez-vous des références? Euh, Ben oui, oui, j'utilise Sterylux. Je hmm, suis assez fier. J'ai développé cette machine avec les fabricants depuis maintenant 5 6 ans pour le marché vétérinaire. C'est moi qui ai fait tous les tests et je l'ai utilisé pour stériliser d'autres types d'endoscopes. Mais typiquement, la gamme manomédicale, là, elle est absolument pas abîmée et elle est stérilisée si on la passe dans Sterilux. Donc, ce que j'utilise, c'est Sterilux. Du liquide pour rincer, pour désinfecter après l'utilisation, et encore une fois, tout de suite, avant que ça sèche, avant qu'il y ait les protéines coagulent, avant que ça fasse des plaques que je ne peux plus enlever. Et une fois que j'ai désinfecté, nettoyé mon équipement, je le mets dans Sterilux, dans des pochettes à stérilisation classique, ce qui fait que quand ça sort du Sterilux, ça peut rester stérile. merci beaucoup. J'ai une question encore. Est-il possible de faire des endoscopies digestives pour biopsie intestinale avec le Flex 2.8 sur des chats? La vraie réponse est non.
parce qu'on n'a pas, d'insufflation. Et ce qui va tout changer quand on va dans du digestif, c'est que pour voir quelque chose, on doit insuffler. Donc on doit créer de l'espace, on doit insuffler ou de l'air comprimé ou du CO2, peu importe. Donc en fait, pour le moment, ce qu'on a là ne permet pas de faire l'insufflation. Donc la réponse est non, sinon je ne vais rien voir. La vraie réponse pour quelqu'un qui est débrouille, ce que j'ai fait moi dans mes débuts il y a 20 ans, c'est qu'à travers le canal de travail de ce 2.8, je peux tout à fait, ou avec une seringue, ou avec une. Il y en a qui l'ont fait avec des machines de dentisterie qui envoient un petit peu d'air dans le canal de travail. Je peux créer en fait qu'on appelle ça je peux envoyer de l'air comprimé. Donc la réponse, oui, si je suis débrouille, mais c'est vraiment pas fait pour ça. Et la flexibilité de l'endoscope, elle n'est pas exactement la même parce qu'il va être un peu rigide et flex au bout, là où un gastroscope, il va être la même flexibilité à peu près sur toute la même courbure. Donc, si vraiment j'ai que ça pour le moment et puis que je veux à tout prix essayer, de toute façon, vous le ferez. Et moi, je ne serai pas là pour vous dire de ne pas le faire, mais je ne vous recommande pas. Par contre, comme je l'ai dit, dans un œsophage, là, on peut y aller parce que dans un œsophage, on n'a pas besoin d'injecter de l'air comprimé pour voir quelque chose. Alors, merci beaucoup pour cette astuce. Alors, je pense que nous n'avons plus d'autres questions en direct pour le moment. Donc, si vous avez des questions sur le matériel ou sur sa disponibilité, vous pouvez également nous contacter à contact@manomedical.com. De la même manière, pour des questions d'ordre clinique ou sur l'utilisation que nous transférons à Antoine aussitôt. Donc, merci beaucoup encore à tout le monde d'avoir assisté à ce webinaire. Merci beaucoup. Merci d'avoir pris sur votre temps de midi pour venir m'écouter. J'espère que j'ai su vous motiver et solliciter quelques vocations, ou en tout cas vous faire rendre compte que c'était simple, qu'il n'y a aucune raison de ne pas essayer et que l'endoscope, qui était un domaine très 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 compliqué avant, est maintenant devenu quelque chose de simple. Et il faut y aller, il faut aller voir. C'est une parfaite conclusion pour ce webinaire. Merci à Bah, tous. Merci merci à Mirail. tous. Bon après-midi. Au revoir. Au revoir.